Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Honorable Ouakou Tchagnawa, encore une fois, bonjour. Bonjour, Voilà, votre bonjour n'était pas sorti, alors... Ah d'accord. Le micro, bon, oui. Je pense que ça va maintenant. Tout va bien maintenant. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes Togolais, ancien député, une nouvelle Assemblée nationale et vous n'êtes plus à la Commission des Finances. Vous regrettez? Non, pas du tout. C'était une mission, on était allé pour accomplir notre mission. L'occasion ne nous a pas été donnée de retourner pour en tout cas rendre beaucoup plus perfectible ce que nous avions eu à faire. Mais nous pensons que ceux qui sont là peuvent le faire. C'est la volonté de Dieu et on ne peut rien. Ah, vous ne pouvez rien. Mais c'est une dame qui est au perchoir aujourd'hui. Je pense qu'elle a les compétences et puis aura les coups de franc de faire valablement ce que vous, peut-être, vous n'avez pas pu bien faire. Bon, j'ai connu Madame Tchega. Nous avions quand même de bons, en tout cas, de très bonnes relations. Oui, de très bonnes relations. Surtout qu'elle m'appelle beaucoup à ta vie. Je suis le petit frère à son mari. Donc, ah d'accord, oui. Donc, il y avait quand même cette affinité entre nous. Bon, je l'ai vu agir dans certaines circonstances. Bon, on suppose qu'elle mesure le poids de l'enjeu et surtout ce que le peuple attend d'elle. Nous pensons qu'on ne peut pas la juger avant de la voir à l'œuvre. On attend à la fin de l'œuvre pour la juger. Voilà. On lui laisse en tout cas le doute à son avantage. Voilà. Alors, le gouvernement togolais a initié ou bien a innové il y a quelques jours, disons 3 jours, en délocalisant le Conseil des ministres à Tabligbo. Une première initiative, je pense que vous l'appréciez ou bien comment analysez-vous cet état de fait? Non, a priori, c'est une bonne chose. A priori, c'est une très bonne chose parce qu'il faut quand même que les gouvernants s'approchent des gouvernés pour comprendre et voir les conditions dans lesquelles la population vit. Et surtout, Tabligbo est une ville spécifique, spéciale dans notre pays. C'est une ville minière qui, en tout cas, regorge beaucoup de ressources dans son sous-sol, mais qui, malheureusement, ne bénéficie absolument de rien. Et je me rappelle quand on était à l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agissait de proposer la loi pour la modification de la Constitution, le député Kissi de la localité, il s'est battu sérieusement pour la modification de l'article 38 de la Constitution qui parle de la répartition des richesses. Malheureusement, il a demandé qu'on introduise la modification pour créer une charte permettant d'obliger les gouvernants, quoi qu'il en soit, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, c'est-à-dire qu'après l'alternance, à n'importe moment, obliger les gouvernants à répartir d'une manière équitable et équilibrée les richesses du pays. Malheureusement, il n'a pas été. Le débat a duré pendant toute une journée. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que le Premier ministre aujourd'hui, qui était à l'époque premier vice-président de l'Assemblée nationale, et la présidente aujourd'hui de l'Assemblée nationale, qui était à l'époque premier questeur, ce sont eux qui s'étaient opposés farouchement à cet argumentaire. Et ce jour-là, j'ai été sidéré et interloqué lorsqu'un député de Mandouri, parce que dans son raisonnement, le député Kissi a donné l'exemple de Mandouri, mais c'est le député de Mandouri qui l'a même, je ne sais pas le mot qui convient, pour dire que Mandouri n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ils ont Mandouri est au Togo. Ils ont 14 CG, 3 lycées, un hôpital. Il a tout cité, la route est goudronnée jusqu'à Mandouri. Mais ce jour-là, je me suis dit, mais nous sommes dans quel pays? Et malheureusement, cette loi, comme vous connaissez toutes les propositions de loi que nous avions eu à faire à l'Assemblée nationale concernant la modification de la Constitution n'est pas passée. Et on est là. Et Tabligbo, aujourd'hui, est une ville, on peut le dire, martyre. Parce que sur le plan martyr. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans quel sens? Non, oui, bien sûr, mais il faut aller dire que le Conseil des ministres n'a pas pu se tenir dans un hôtel. Ça, c'est une insulte. Dire que c'est sur le stade, et c'est le jour ou la veille du Conseil des ministres que le stade a été électrifié. Ça veut dire qu'on ne pouvait même pas prétendre jouer un match de football la nuit à Tabligbo. Mais
je ne suis pas allé au lycée de Tablibo, mais j'ai vu les photos de l'hôpital de Tablibo. Ça ne ressemble même pas à un centre de santé dans un village quelque part. Mais ça, c'est moqué de... Ah oui, mais justement, le chef de l'État y est allé pour constater de visu ce qui se passe là-bas. Certainement que quand lui-même il est parti toucher du doigt les réalités. Alors, après plus de 50 ans d'indépendance et après 14 ans de gouvernance, alors je me pose la question. Mais monsieur, monsieur Tanyao, est-ce que il faut être honnête. Ne vaudrait-il pas, est-ce qu'il ne vaut pas... Moi, je suis un politique. Oui. Moi, je suis un politique. On ne peut pas venir au pouvoir et improviser. On doit avoir une vision de la gestion des richesses du pays et de la population. Ce n'est pas à un an de la fin de son mandat, troisième mandat, que c'est maintenant qu'il faut aller visiter ce qui se passe. On a l'habitude de dire, il y a jamais. Non, ben, vous savez, le temps en politique, c'est une question de gestion de vie. C'est la vie. Et c'est ce qui oppose les sociologues et les économistes. Les sociologues nous accusent de raisonner à long terme, oubliant qu'à long terme, nous serons tous morts. Donc, vous ne pouvez pas me convaincre que c'est aujourd'hui que le chef de l'État a compris qu'il faut aller à Tablibo. Il y a eu une situation, vous vous rappelez, je pense que ça fait 3 ans ou... C'est pas lorsque au niveau il y a eu catastrophe là-bas. Ah oui, c'est en 2015. Nous n'avions pas entendu le chef de l'État apporter sa compassion. Et jusqu'aujourd'hui, il avait dépêché ses ministres. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le chef de l'État lui-même devrait se déplacer en ce moment. Parce qu'il fallait qu'il aille d'abord pour 2 raisons. D'abord pour la compassion par rapport aux victimes et ensuite par rapport à la situation économique. Mais qu'est-ce que nous avions constaté? C'est qu'il a dépêché des ministres qui n'ont rien apporté à ce jour. Donc, vous ne pouvez pas me dire que c'est aujourd'hui qu'il faut aller. Et combien de temps il a passé? Combien de temps il a passé? Alors, mais quand même, M. Uruako Tchaniao, est-ce que cela n'aura pas des retombées pour les populations? En quel sens? En quel sens? En quel sens? Du moins, il a échangé un peu avec les forces vives. Mais il n'a pas besoin d'aller là-bas pour échanger avec en conseil des ministres, pour échanger avec la population. Il a eu... Dites-moi, quand il faisait sa campagne, combien de fois, dans combien de villes il allait? Et il est allé discuter avec qui? Et il a les députés pourquoi? Il a les ministres pourquoi? Donc, il faudrait quand même qu'on respecte notre peuple. Il faut qu'on respecte ce peuple-là. C'est parce que les gens savent qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Et ils se comportent comme ils veulent. Moi, j'ai vu la façon dont il a été accueilli. J'ai vu le chef canton assis sur un petit banc comme s'il était venu pour faire une consultation ophtalmologique quelque part. Mais non, c'est une insulte. Pour moi, j'ai été sidéré et j'étais touché. Oui, mais là, c'est un autre débat. Mais c'est le même. Ce sont les chefs cantons c'est le même. qui ne se donnent pas l'importance qu'ils... Mais ce n'est pas à eux de se donner de l'importance. À ceux qui les ont mandatés de leur donner cette importance-là. D'abord, c'est vrai qu'on a dit que c'est des garants de nos us et coutumes. Bien. Mais maintenant, on les a fait une appendice du pouvoir central. Ils sont utilisés. Aujourd'hui, vous vous rappelez, on nous a dit que la cellule, les cellules qui constituent les nouvelles mairies, c'est les cantons. À partir de cet instant, c'est que les chefs cantons rentrent dans la gestion de la gouvernance. Donc, on doit quand même leur accorder une certaine valeur. Mais ça, et la population elle-même. Regardez, ils n'ont fait que soulever la poussière là-bas. Je suis sûr qu'il y aura encore d'autres malades après leur départ. Alors, moi, je pense pas. Je pense qu'il ne faut rien attendre. Mais au cours de ce conseil des ministres délocalisé, le chef de l'État a instruit tous les ministres et les a soumis d'ailleurs à on dirait un oral face à ces forces vives, et chacun a parlé dans son domaine en ce qui le concerne par rapport au PND, le plan national de développement. Vous savez, la première des choses qu'il devrait faire, c'est de respecter l'article 114 de la Constitution qui l'oblige à venir rendre compte devant l'Assemblée nationale au moins une fois l'an. Depuis 13 ans qu'il est au pouvoir, il ne l'a jamais fait. Et c'est là-bas qu'il faut aller le faire. Parce que c'est la Constitution qui l'exige. C'est la Constitution qui l'exige. Oui. Il n'a jamais respecté la Constitution. Il n'a jamais respecté. Est-ce que le chef de l'État va se lever et puis dire aujourd'hui, je viens chez vous, messieurs les députés? Mais c'est la Constitution qui l'exige. Ça dit que le chef de l'État, au moins une fois l'an, doit
présenter un discours sur l'état de la nation. Il doit le faire. C'est une obligation, c'est la Constitution qui le dit. Il n'a jamais respecté, ça veut dire qu'il ne respecte pas la Constitution. Quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution, donc ce qu'il est allé faire là-bas, c'est du folklore. C'est du folklore parce que... Pensez-vous? Mais un ministre qui vient d'arriver, qui ne connaît même pas encore peut-être le cahier de charges pour lequel il a été nommé ministre, vous lui demandez de prendre le micro pour dire qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il sait. Non, mais il y a la continuité de l'État. Les cadres du ministère sont là. Vous savez, moi, c'est seul le ministre qui a été changé. J'ai fait 6 ans à l'Assemblée nationale. Bien. Et j'ai vu ces ministres-là défiler devant nous. Et je ne me glorifie pas en vous disant que nous les avions tensés. C'est-à-dire qu'il y a des questions, quand vous les posez, vous voyez comment il y a des ministres, c'est vrai qu'ils ont souvent les yeux rouges, mais quand ils sortent, ils ont encore plus les yeux rouges. Moi, je connais un ministre, avant d'arriver à l'Assemblée nationale, avait rassemblé au moins 9 marabouts chez lui. Mais quand il était arrivé, avant de repartir, mais il a eu les yeux plus rouges qu'avant. Mais non, je suis sérieux. Alors, qu'est-ce que ce marabout va faire dans la question orale à une ministre? Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais la dernière fois que le directeur général du port est passé à l'Assemblée nationale, il a changé, sa voix a changé. Quand il parlait, nous-mêmes on avait eu peur. Parce que c'était sérieux. Vous pensez qu'on s'amuse là-bas? Il suffoquait. Mais bien sûr, c'était sérieux. On lui a posé 3 questions, mais c'était pas facile. Donc, alors, aller devant la population qui ne comprend rien et faire du folklore, croyant que bon, il faut venir à l'Assemblée nationale le faire et puis on va voir. Et devant des vrais députés. Que les ministres soient devant les députés. Oui, c'est là-bas qu'il faut répondre à des questions. C'est là-bas qu'il faut répondre à des questions. Et je sais qu'il y a des ministres qui n'ont pas... Nous étions avec le ministre Tchapelé, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Quand c'était chaud, on lui a donné 20 minutes ou 30 minutes pour nous expliquer la situation avec les enseignants. Professeur de son rang. Tout ce qu'il a dit, on n'a rien compris. La situation... Non, je ne blague pas, c'était sérieux. Donc vous pensez qu'à l'Assemblée, c'est là-bas qu'il faut venir. Ce n'est pas aller discuter avec des gens. Oui, mais les ministres servent les populations et ils doivent également aller échanger avec ces populations. Mais ce n'est pas un conseil des ministres. Être proche de ces populations. Ça veut dire non, c'était juste une petite parenthèse. Oui, mais vous ne pouvez pas aller faire conseil des ministres et aller faire autre chose. Ça veut dire que les dossiers que vous avez amenés là-bas, vous allez les éluder. Non. Un bon conseil des ministres. Ce n'est qu'après le conseil des ministres que ça a eu lieu. C'est votre façon de voir. Moi, personnellement, je ne... Alors, parlant maintenant, M. Ourako Tchanyao du PND, Plan National pour le Développement ou de Développement. Bon, le PND pour moi, tout comme la SCAP, tout comme la DSRP, ce sont des programmes mal conçus, avec des faux diagnostics. Parce que quand vous faites un mauvais diagnostic, vous allez arriver à des résultats biaisés et dans l'application, quoi qu'il en soit, c'est que le résultat ne sera pas le même. Regardez le DSRP1. Oui. Et après, on a programmé le DSRP2 qu'on a transformé en SCAP. Mais lorsqu'on faisait le bilan de la SCAP, vous étiez là. Quand les partenaires avaient dit que la SCAP n'a pas atteint les objectifs. Pour 3 raisons fondamentales. D'abord, les ressources internes étaient vraiment insuffisantes. Ensuite, les agents qui devraient faire le travail n'avaient pas la compétence nécessaire. Et les axes qui avaient été fixés n'ont pas été respectés. Nous l'avions vu. Mais au cours de... Mais aujourd'hui, on s'inspire donc de ces manquements, de ces failles-là pour bien structurer le PND. Non, pas du tout. Avant le PND, on nous a parlé du PIDC. Oui. Le PIDC avait... Oui, c'était quelque chose de 152 milliards pour 3 ans qui devrait être piloté par le PNUD. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que le PIDC a apporté? Oui, on a pu du moins réhabiliter certaines voies, des pistes rurales, on a confectionné ou réalisé des ponts ici et là. Mais Joachim, je sais que vous êtes quelqu'un qui ne reste pas seulement au bureau. Non. Je sais que j'ai vu des photos dans lesquelles vous êtes un peu partout. Dites-moi sincèrement que là où vous êtes allé, vous avez distribué des cahiers partout, un peu partout. Dites-moi sincèrement que les classes dans lesquelles nos élèves
Oui, parce que là, vous n'êtes plus journaliste. Vous devenez un acteur. Alors, répondez en tant qu'acteur ce que vous avez eu sur le terrain. Est-ce que vous étiez satisfait? Non, je vais répondre à votre place. À partir de cet instant, nous devons être honnêtes. Il faut dire, quand ça ne va pas, il faut le dire. Et nous sommes là. D'abord, en tant que citoyens, nous devons dire ce qui ne va pas. Donc, le PND ne peut pas venir comme ça, comme un cheveu dans la soupe, avec le montant, ça fait quelque chose de 4 622 milliards, avec plus de 60% des ressources qui devraient venir de l'extérieur au niveau du secteur privé. Alors qu'aujourd'hui, le pays est endetté. Le pays est endetté, la dette publique du Togo est évaluée à plus de 2200 milliards, soit 71,8% du PIB. Alors, un pays qui s'est endetté en 5 ans d'une manière exponentielle, parce que je vous rappelle qu'en 2014, quand on était à l'Assemblée nationale, quand on était arrivé, le premier budget qu'on a étudié, la dette publique du Togo était évaluée à 1036 milliards en 2014. Alors que le PPTE, le PPTE était intervenu. On avait quand même 2010, annulé, en 2011, on avait annulé 80% de la dette dette publique extérieure. 80%. Donc, en 2010, la dette publique était évaluée à 1244 milliards. Avec le PPTE, on est revenu à 760 milliards. Mais de 2010 à 2015, on est allé à plus de 1300 milliards. Regardez comment l'évolution a été en 5 ans. Ça veut dire qu'on a même rattrapé l'ancienne. Et aujourd'hui, on est à 2200 milliards. Alors, avec cette dette, on veut encore PND et on demande le secteur privé de venir investir plus de 60%. Alors que les recettes internes, les ressources internes ne suffisaient pas pour assumer l'ASCAP. Parce qu'on a dit l'une des faiblesses majeures de l'ASCAP, c'est l'incapacité de collecter les ressources internes. Donc, la faible mobilisation des ressources internes. Oui. Aujourd'hui, le PND vient et personne ne sait qui sont ces investisseurs privés qui vont arriver. Oui, entre-temps, le chef de l'État était avec une forte délégation en Chine. Par après, ils se sont retrouvés également en Allemagne. Et bientôt, ce sera avec l'ensemble des pays de l'Union européenne, en tout cas avec beaucoup de pays européens ici à Lomé, toujours pour la matérialisation donc, du PND, son déroulement dans le concret sur le terrain, bien sûr. Mais vous savez... Est-ce qu'à ce niveau, on va contracter de nouvelles dettes? Mais bien sûr, quand on dit que c'est le secteur privé qui va vous apporter 60% des ressources, c'est pourquoi? C'est pas pour venir vous donner. Oui, mais vous êtes dans le domaine de l'économie. Vous pensez qu'on doit arrêter, ne plus concevoir... Non, c'est qu'il faut être réaliste et rationnel. Je vais vous donner un exemple. On nous a parlé de l'agropole de Kara. Oui. Pour étudier le sol seulement. Vous savez combien on a dépensé? 3 milliards. Alors que tout le monde sait qu'à Kara, le sol est caillouteux et le ciel est nuageux. C'est ce que Radio Lomé dit chaque soir. Hein? Sol caillouteux, ciel nuageux. On a besoin de 3 milliards pour aller étudier le sol pour l'agropole de Kara. Allez vérifier dans le budget de 2017, 2016, 2017, 2018. C'est ça. Donc ça veut dire que ici, c'était que les gens sont là. 3 milliards pour étudier le sol. Il y a eu récemment les Sud-Coréens qui étaient venus pour accompagner le Togo dans ce projet. Oui, mais il ne s'agit pas d'amener les accompagnateurs. Nous, on veut les résultats. Nous avions posé une question à l'époque à M. Kakonoubupo. Il était à l'époque le ministre de la prospective. Oui. Nous lui avions demandé de nous faire le rapport ou bien la situation ou l'impact du financement au niveau de l'agriculture de 2010 à 2015. C'était une sinécure. C'était une sinécure. Mais regardez tous les financements. Depuis le premier ministre Humbo, quand il est arrivé, en passant de Puyaza, Passa, tous ces financements qui ont été réalisés. Quel est l'impact? Quel est l'impact? Et au niveau donc, même... Vous ne voyez pas d'impact dans tous ces projets? Oui, mais vous savez, en matière de projet, oui, il y a ce qu'on appelle... Il y a des indicateurs. Oui. Il y a 3 indicateurs. Il y a l'effectivité. Est-ce que toutes les ressources qui ont été prévues ont été utilisées?
Maintenant, il y a l'efficacité. Le résultat, Oui. est-ce que les résultats qui ont été fixés, est-ce qu'ils sont atteints? Et atteint parfois avec des plus-values concrètes. Voilà. Et l'efficience, Et est-ce que... concrète. Mais il faut, avec ces indicateurs, on vérifie le projet. Mais c'est là où on voulait l'amener. Bon, malheureusement, il n'a pas continué son travail. D'abord, lui-même, il a souri. Il savait qu'on voulait l'amener. Parce que c'est moi qui ai posé cette question. Et c'est moi qui ai fait cette demande. Il savait là où on l'amenait. Et heureusement, le gon a sauvé le boxeur. Oui, et donc aujourd'hui, monsieur Urako Tchanyao, en tant qu'ancien député, vous ne croyez pas tellement au PND? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas du tout. Ah bon? Non, je ne crois pas du tout. Et quand vous voyez l'explication du vote que Mme Isabelle Amegavi a proposé pour le dernier budget, nous avions voté contre. Mais nos collègues de UNIR nous ont hué. Ils ont crié sur nous. Et j'ai demandé que ça soit mentionné dans le rapport que lorsque nous avions voté contre le budget, nos collègues de UNIR nous ont hué. Parce que dans ce budget, Oui. et dans ce programme-là, il est prévu la vente des deux banques qui restaient, l'UTB et la BTCI. Ensuite, Togo Télécom et Togo Cell. Pas la vente, mais la la cession. En français, Oui. quand on dit, on veut céder, Oui. quand on dit on veut céder... C'est une forme de privatisation. Mais alors, quand vous avez privatisé, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas une vente en soi. Bon, moi, vous l'avez dit en déjà. français facile, ça veut dire qu'on veut céder. Mais sans situer les responsabilités. J'ai posé la question au ministre de l'économie et des finances, M. Sani Aya, qui était à l'époque, parce qu'il est passé par la BTCI. Nous savons quand il était arrivé à la BTCI, comment la BTCI était, et quand il partait, ce que la BTCI était, et après son départ, ce que la BTCI est devenue. Mais aucune responsabilité n'a été dégagée. L'UTB en 2014, c'était l'une des banques les plus florissantes et flamboyantes. Mais 2014 à 2018, là, elle est devenue vraiment... on nous a dit qu'elle a accordé des crédits à des créanciers douteux. Alors, quels sont ces créanciers douteux à qui on a accordé des crédits? Sachant qu'ils ne sont pas en mesure de payer, comment on peut leur accorder des crédits? Et voilà pourquoi la Haplusia aussi est apparue pour pouvoir agir sur le terrain avec efficacité. Mais, honorable Urako Tchanyao, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Haplusia, lors de son atelier de validation de son plan stratégique 2019-2023, a nommé le 7 février dernier, a annoncé qu'elle compte étudier des plaintes et rapports relatifs à la gestion des fonds de la CAN 2013 et également les fonds alloués pour la réhabilitation de la voie Lomé-Vaughan en Foin. C'est déjà trop tard. Pourquoi? C'est trop tard. Trop tard. C'est trop tard. D'abord, Oui. avant d'arriver à cette partie, vous savez, lorsque nous avions adopté la loi sur la corruption et les infractions assimilées, c'était en 2016, Oui. la presse ne nous a pas ratés. Oui. Et j'étais obligé de venir sur votre plateau ici expliquer pourquoi nous avions voté pour. Parce qu'il y a l'article 4 de cette loi qui comportait en lui les faiblesses même de la capacité de réaliser les objectifs de cette loi. De la Haplusia. Oui, parce que le choix des personnalités revenait au chef de l'État et au président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ceux-là qui devraient être contrôlés, c'est eux qui sont chargés maintenant de choisir ceux qui doivent les contrôler. Et le résultat, il est là, effectivement. Oui, mais la Haplusia ne contrôle pas forcément le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi? Il ne gère pas. Là, c'est la Cour des comptes. Il ne gère pas. Non, oui, bien sûr, mais ici, il gère la corruption. Est-ce qu'à la présidence, il n'y a pas de corruption à la présidence? On ne peut pas l'alléguer. Voilà. C'est pour ça qu'il faut choisir des gens capables de pouvoir le dire si réellement il y a de la corruption à la présidence ou à l'Assemblée nationale. Alors, parce que l'Assemblée nationale... Vous doutez de l'indépendance de ceux-là qui ont été nommés par le président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État? Oui, bien sûr. Parce que... Nécessairement, il serait nommé par quelqu'un, du moins. Pourtant, nous, on a voté contre. Pour. Nous avions voté pour. C'est parce que nous avions voté pour. Parce que les gens nous disaient que nous savons que cette loi ne va rien régler. Pourquoi nous avions voté? Et nous avions dit c'est pour mettre ces gens-là au pied du mur. Effectivement, ça fait combien d'années que la Haplusia a été mise
Nous avions voté la loi en 2016. Ils ont pris 2 ans pour installer ces gens-là. Depuis 2 ans à ce jour, ils n'ont pas produit un seul rapport. Pas un seul rapport. Non, ils étaient dans ce qu'on appelle la mise en place. Mais et puis vous aussi savez, la mise en place des structures qui devraient travailler, collaborer pour que la APC atteigne ses objectifs. vous savez, dans la loi, on dit aujourd'hui que c'est la CAN de 2013. Ouais. Après 5 ans, n'est-ce pas, lorsqu'il y a une infraction qui a été commise après 5 ans, si elle n'a pas été au niveau de la justice, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le délai de prescription. C'est du folklore qu'on est en train de nous faire. Délai de prescription. Mais bien sûr, même ce qu'on nous parle de Lomé Togo, Lomé Vaughan Foin, Oui. et ça a été Par fait. rapport à cela, vous avez interpellé le Nous ministre avions interpellé le Nissan Femme ministre à l'époque. à l'époque, c'est à Oui. l'époque, c'est en ce moment qu'il fallait investiguer. Et moi, je sais qu'à l'époque, l'ANR a fait des investigations. 2 ministres ont été écoutés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ça dans un document sous tiroir. Et aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire qu'on veut... j'ai posé la question Oui, au on veut ministre. dépoussiérer ce dossier. Mais et ça ne traquer, donnera rien. Peut-être Je ceux vous qui seraient. je vous dis que ça ne donnera rien. D'accord, si ça ne doit rien donner, on va y revenir tout à l'heure, mais on marque d'abord la pause. Retour donc en studio avec notre invité. Il s'agit de l'ancien député Ouro Akpo Tchaniao, qui est ancien vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, mais je rappelle, il est également en politique, secrétaire général adjoint de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, parti de Jean-Pierre Fabre. Alors, tout à l'heure, nous parlions de l'initiative que prend la Haplusia, mais vous dites, vous aviez voté pour cette loi, ou disons, la création donc de cette haute autorité, mais vous décriez ou vous récusez un peu la nomination de ses membres, mais quand même, l'association a pris, ou disons, cette haute autorité a pris son bâton de pèlerin pour traquer ceux qui sont en train de piller les biens du pays. Oui, comme vous l'aviez si bien dit, mieux vaut tard que jamais. Et je vous le concède. Et c'est vrai que moi j'ai des doutes sur la capacité à faire ce travail-là, parce qu'il y a des pesanteurs. Il y a des pesanteurs. Lorsque nous avions, chaque fois que nous avions étudié les lois de règlement, nous avions constaté un paradoxe. Le paradoxe, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'au niveau de certains ministères, la capacité de consommer les ressources est très faible. Mais pourtant, à la fin de l'année, à la fin de l'exercice, nous constatons que le déficit est toujours cumulé. C'est-à-dire que le compte permanent de déficit est toujours en hausse. Alors, comment on peut expliquer le fait qu'il y a beaucoup de ressources au niveau de certains ministères qui ne sont pas consommées et au même moment, il y a des déficits à la fin de l'exercice. Donc, il y a un problème. Et quand vous faites les analyses point par point ou bien département ministériel par département ministériel, il y a certains ministères où il y a des projets sur papier bien exécutés, mais dans la réalité, vous verrez que les projets n'ont jamais été opérationnels. Je vous donne l'exemple de e-government. E-government est un projet qui a été initié depuis 2012. Et à la fin de l'exécution, on nous a dit que le projet a coûté 25 milliards. Mais à ce jour, ce projet n'a jamais été opérationnel. Non, mais tous les ministères aujourd'hui ont eu une connexion haut débit. Les ministères ont une connexion haut débit, sauf que cette connexion-là, ça dit que e-government, c'était quoi? C'était une forme de banque d'information pour tous les départements ministériels. C'est comme vous voulez créer une centrale thermique, n'est-ce pas? Vous construisez votre centrale thermique et vous demandez à tout le monde de venir se connecter. Malheureusement, c'est que quand vous avez fini de construire votre centrale thermique, je ne sais pas si elle a été vraiment construite ou pas, ben c'est que quand on vous demande de venir vous connecter, le coût de connexion dépasse le truc solaire, n'est-ce pas, l'énergie solaire. Alors, si vous voyez que ben, si je passe par l'énergie solaire, c'est encore mieux. Et voilà comment ça se passe aujourd'hui. Aucun ministère n'est connecté à e-government. Donc, e-government a été financé, supposé exécuté, parce que je n'ai pas vérifié. La Cour des comptes, nous avions demandé à la Cour des comptes de vérifier si réellement e-government a été exécuté. Mais à ce jour, personne n'a été capable de dire. Peut-être vos successeurs vont prendre le relais et puis investiguer également, voir si le gouvernement va leur donner satisfaction. C'est vous qui le dites.
Il y a d'autres. Par exemple, le FNFI. Nous avions demandé au ministre, c'était en 2017, quand on étudiait le budget de 2018, de nous faire le rapport de tous les montants des subventions reçues et des emprunts. Parce que au niveau du FNFI, ils ont eu à faire des emprunts au niveau de la BAD et autres là. La totalité des montants reçus. Nous, on a fait les calculs parce que nous avions depuis 2011... Vous étiez basé sur le budget? Sur tous les budgets qui ont été votés, nous avions eu un montant qui va au-delà de 110 milliards. Nous avions demandé à la ministre de nous donner le montant qu'elle a pu obtenir. On nous parle de 27 milliards. Alors maintenant... Mais vous, dans vos calculs, vous avez constaté un montant au-delà de 110 milliards. 110 milliards. Maintenant, puisque c'est des fonds revolving, c'est-à-dire que c'est un fonds qui doit être recyclé, n'est-ce pas? Quand vous prêtez aux femmes, elles doivent rembourser. Elles doivent rembourser. Ah oui, après un temps. Après avoir fait tout cela, combien on a? On nous dit que les fonds ont été mis dans les comptes à l'UTB, à EcoBank, à la BIA. Ah oui, pour raison de traçabilité. Sous quelle orthodoxie? Parce que c'est des fonds publics, c'est des fonds de l'État. On ne peut pas aller mettre les fonds de l'État dans des comptes publics. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas mettre les fonds de l'État dans des comptes privés, à la banque. C'est pas normal. Parce que, vous savez, non, s'il vous plaît. On est dans le schéma de remboursement. On a prêté les 30 000, les 50 000, les 100 000 francs aux dames et aux jeunes. Maintenant, on doit rembourser toujours via les banques. Ce n'est pas à travers les banques qu'on les a payés. Je sais. Maintenant, l'argent qui est revenu, puisque c'est des fonds revolving, n'est-ce pas? Ce qui revient et qu'on doit garder, ce n'est pas dans une banque. Parce qu'il y a la banque de l'État. Et il y a même on peut même ouvrir des comptes séquestres au niveau de la BCAO pour gérer. Aujourd'hui, vous, en tant que ministre, vous mettez l'argent de l'État au niveau d'une banque. Si vous n'êtes plus ministre. Et c'est ce qui s'est passé. Si vous n'êtes plus ministre, ce n'est pas votre compte. C'est ce qui s'est passé également avec le ministre de l'Agriculture quand il est allé emprunter de l'argent au niveau de Exim Bank Chine. Non, Exim Bank Inde. Nous sommes restés à l'Assemblée nationale, personne n'a connu le montant de cette somme-là. Donc, la Raplucia a du pain sur la planche. Non, ce n'est même pas du pain. Oui, mais entre-temps, vous avez parlé par rapport à ces fonds qui ont été alloués, peut-être la CAN 2013, et vous avez parlé de délai de prescription. Ça, c'est dans le délai de prescription, ça veut dire quoi? C'est dans le code pénal. C'est-à-dire, ou bien, je ne sais pas, c'est code de justice, code pénal. C'est-à-dire que si une infraction a été commise, après une période, si c'est civil entre toi et moi, bon, je pense que c'est après 3 mois, si j'arrive à fuir, et 3 mois après, si je reviens, bon... On peut m'arrêter. Non, c'est fini, bon. J'étais boxé, j'ai fui. Après 3 mois, si tu n'as pas pu m'arrêter, l'affaire n'a pas été jugée, bon, je reviens, bon, c'est fini. Mais au niveau des crimes économiques, oui. N'est-ce pas? C'est après 5 mois, après 5 ans. Après 5 ans, si l'affaire n'a pas été jugée et condamnée, c'est que c'est fini. Ça veut dire non, autrement dit, si je suis aujourd'hui je vous donne un exemple. Dans un département ministériel et j'arrive à détourner, je dis bien j'arrive à détourner, supposons 1 milliard et je m'enfuis. Maintenant, 5 ans après, 5 ans, si tu reviens, même si on t'arrête, on t'amène à Cara. Et après, si tu prends un bon avocat comme, je ne sais pas, je ne vais pas te donner l'exemple parce que ça s'est déjà passé au Togo. Il y a un ancien premier ministre qui était revenu, on l'a arrêté. On ne l'a pas jugé. Parce qu'il y a le délai de prescription qui est déjà consommé. C'est ce qui se passe. Et nous l'avions dit que si Faure Gnassingbé ne veut pas partir, et cette minorité-là s'accroche au pouvoir, c'est parce qu'ils veulent que tout ce qu'ils ont fait comme dégâts au niveau des ressources de l'État, c'est-à-dire qu'à la fin, qu'ils ne soient pas inquiétés. Qu'ils ne soient pas inquiétés. Regarde ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé avant 2014. Tout ce qui s'est passé avant 2014, aujourd'hui nous sommes en 2019. Je ne suis pas sûr que si vous... On peut poursuivre ceux qui auraient commis des crimes économiques. C'est fini. C'est fini. Oh, je vous dis que c'est fini. Non, monsieur Ourakocha, vous êtes en direct. Mais je vous dis que c'est fini là. Ah bon? Mais voilà. c'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir.
Non, si tel est le cas, non, moi j'en doute un peu. Si tel est le cas, pourquoi la Raplucia ne le sait pas et elle pense poursuivre des gens qui auraient commis des malversations financières dans le cadre de la CAN 2013 alors que nous sommes en 2019. Ça fait déjà on est dans la 6e année. Qui vous a dit qu'elle ne sait pas? Si ce crime, comment vous avez dit ça? Prescription. Oui, le délai de prescription. Si cela existe et est encore en vigueur. Mais non, c'est le code pénal là. Ce n'est pas que c'est encore vu. C'est dans le code pénal. Oui. Alors, ils savent, c'est pourquoi j'ai dit que c'est du folklore. Alors, parlons un peu de la politique. Le gouvernement, à l'issue du conseil, ou disons au cours du conseil des ministres, a annoncé les couleurs des élections locales. Et 1527 conseils municipaux sont prévus pour être élus. Oui, bon. Vous vous préparez déjà à l'ANC? Bon, nous étions prêts depuis, il faut le reconnaître, parce que c'est quelque chose que nous avions demandé. Vous vous rappelez, après les élections présidentielles de 2015, le premier meeting que nous avions, le parti avait fait. Le CAP 2015 avait eu à faire au niveau du stade Pérenville. Et on a demandé, et puis on a lancé, la population était d'accord qu'on se prépare pour les élections locales. Donc on avait lancé les trucs. Vos militants sont bien tout outillés, le monde, formés aujourd'hui, très bien aguerris. On avait des candidats déjà prêts depuis 2015. Même si le gouvernement annonce les couleurs pour peut-être après-demain, vous y serez. Non, je ne veux pas répondre à cette question comme ça parce que aujourd'hui, les données ont changé. La situation n'est plus la même. Après les élections du 20 décembre, et au niveau de la C14, il y a des discussions. Il y a des discussions, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une rencontre qui devrait avoir lieu ici, ce qui a été reporté. 12 reporté au 14-15 et c'est encore reporté. Oui, parce qu'il y a un acteur majeur qui n'est pas au pays. Il y a un acteur majeur qui n'est pas au pays et on ne peut pas faire cette rencontre-là sans lui parce que... Et il s'agit de quel acteur? C'est Aboibo Maître Aboibo du CAR. Il n'est pas au pays, c'est un acteur majeur. Oui, mais quand même, une rencontre a eu lieu dans ce sens, je crois. Oui. Entre les autres membres du CAP 2015, de la C14 et le CAR. Oui, ça c'est une rencontre sur une situation qui s'est posée. Mais maintenant, pour cette rencontre-là dont je parle, et que les gens abusivement ont dénommé conclave, alors qu'en réalité ce n'était pas un conclave. Donc, parce qu'il y aura des thèmes. Les gens ont abusivement. Non, mais c'est les premiers responsables du CAP 2015 qui ont parlé de conclave. C'est pourquoi je dis que c'est abusif. Parce que les objectifs n'étaient pas les mêmes par rapport au conclave, ce que la signifie notion, le conclave. La vraie notion de conclave. D'accord. Donc, à partir de cet instant, cette rencontre-là, c'est elle qui va déterminer la nouvelle orientation. Donc, si je comprends très bien les Togolais, et pour l'ensemble des Togolais, c'est l'absence de Maître Aboibo sur le territoire qui a fait repousser. C'est une des raisons. C'est une des raisons. Et donc, il y a d'autres raisons. Bien sûr, parce qu'il faut maintenant, parce que les thèmes sur lesquels les gens doivent se mettre d'accord, il faut beaucoup de discussions bilatérales et maintenant s'entendre sur... Parce que c'est une nouvelle orientation de la lutte que les gens veulent maintenant mettre sur place. Alors à partir de cet instant, c'est une nouvelle vision, c'est en tout cas de nouveaux objectifs. De nouvelles stratégies peut-être. Une nouvelle stratégie de la lutte, ça demande beaucoup de choses et il faut prendre le temps pour que, une fois lancé, que tous les Togolais adhèrent, parce que c'est très important, parce que si la population n'adhère pas à ce que vous voulez faire, ça veut dire que vous ne pouvez pas avancer. C'est pour ça que tous les acteurs majeurs doivent apporter leur contribution et c'est tout à fait normal. Donc, si le gouvernement annonce les élections locales aujourd'hui, la C14 n'est pas encore prête? Non, je ne dis pas que la C14 n'est pas encore prête. Hein? Je dis, pour se préparer pour aller aux élections locales, ça n'a pas besoin de grand chose, mais c'est qu'il faut que le principe soit d'abord accepté. Et ça, c'est le vrai problème auquel il faut... Et dans ce principe, qu'est-ce que vous exigez avant les locales? Non, ce n'est pas à mon niveau. Ce n'est pas à votre niveau. 92 02 80 63 22 21 80 99. Monsieur Abalo. Oui, bonjour. Allô, vous avez? Allez-y, à monsieur Abalo. Si vous pouvez éloigner un peu le combiné de votre bouche, ça nous arrangerait davantage. Oui, maintenant, monsieur Ouro a... Oui.
Je dirais pourquoi ils ne veulent pas dire la vérité aux Togolais concernant leur histoire de conclave et ce qui se passe au sein de la C14. Parce que les Togolais ne sont pas dupes et les Togolais sont intelligents. Oui, maintenant, et quelle est la vérité? Ils ne veulent pas. Là, oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, ils ne veulent pas dire la vérité aux Togolais. Puisqu'il y a un problème. Pourquoi ils ne veulent pas, ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a un problème au sein de leur coalition? Quelqu'un a fait un travail. Maintenant, ils sont venus récupérer. Le but pour lequel la personne a fait le travail, ça n'a pas marché. C'était quoi? C'est Tchika Tchadam qui avait fait le travail pour renvoyer. S'il vous plaît, vous n'êtes pas en guerre ni en ring. Allez posément et poser la question de manière intelligente. Non, j'ai dit, ça là, ça dit parfois, ça aide. Puisqu'ils prennent les Togolais pour des dupes. Mais ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a un problème pour leur coalition. Alors, il va vous répondre dans un instant. Monsieur Kokou. Bonjour. Bonjour, monsieur Jacquin. Bonjour, honorable Mourouakou. Bonjour, monsieur Kokou. Vous avez dit aujourd'hui que vous ne regrettez pas de ne pas être à l'Assemblée. Je suis d'accord avec vous en disant que si vous étiez quelqu'un qui lutte pour votre manque et quelqu'un qui veut accompagner ce pouvoir dans les dérives, vous allez regretter de ne pas être à cette Assemblée pour le moment de félicitations. Bon, concernant ma question que je voudrais vous poser, je voudrais aborder dans le même temps que le ministère, nous sommes au sein de la C14, il y a des voix dissonantes qui sortent et qui accusent des gens qui disent qu'il y a eu une sorte de corruption et ces gens qui n'arrivent même pas à nous dire au peuple congolais que tel a fait ça, tel a fait ça. Est-ce que ces gens qui viennent de tel côté, ce n'est pas eux-mêmes qui sont des traîtres? D'accord. Et comment est-ce qu'on peut envisager être ensemble avec un trait sans le nommer au peuple et envisager collaborer avec ce trait? Merci, monsieur Kokou Bozambo. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour à notre invité. Oui, la question. Ma question est, nous sommes tous des Togolais, on regarde tout, on voit tout. Je prie de ces 14 à tous les oppositions. Premièrement, le C14 n'a qu'à ouvrir la porte de tous les opposants de rentrer parmi eux pour soutenir ce que nous voulons. Et ma deuxième question, je ne suis pas sûr qu'ils vont faire les réformes avant les locales. Donc, il nous a dit que la rentrée parlementaire, c'est avril. À ce moment, il y aura les élections locales. Donc, il n'y aura pas forcément de réforme. Est-ce que vous allez boycotter ça aussi ou bien quoi? Il ne faut pas boycotter. Les peuples sont derrière vous. D'accord. Et le dernier auditeur avec nous. Allô, allô? Oui, bonjour. Oui, quand il est très rapidement, nous écoutons. Bonjour, monsieur. Voici à la C14, c'est que voici un problème et vous n'intercédez pas automatiquement. Vous laissez la charge aux médias, on fait des tracasseries avant que vous n'interveniez. Bon, à quoi cela est dû? D'accord. Merci beaucoup, Kanidek. C'est vrai, monsieur Ouakou Tchagnan l'a dit qu'il n'est pas la voix la plus autorisée pour parler au nom de la C14 pendant les questions qui sont posées. Est-ce que vous n'avez pas un porte-parole concret au niveau de la C14 qui pue? La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est